maintenant, pour continuer, Monsieur Moukran, peut-être vous nous avez expliqué que finalement l'ennemi à battre, presque depuis le début, c'est le nationalisme arabe en fait. Tout le monde est ligué contre le nationalisme arabe. Effectivement, c'est-à-dire si on prend l'enchaînement des événements depuis 1962, plus exactement depuis 1961, depuis ce fameux 28 septembre 1961 qui a vu la révolte de quelques officiers à la solde du roi de Jordanie et d'Arabie Saoudite contre la République arabe unie. Ça ne veut pas dire que la République arabe unie n'avait pas de problème ou pas de défaut. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un peu un historique du nationalisme et de la République arabe unie, peut-être pour que les auditeurs savent? Alors, le nationalisme arabe est un mouvement qui répond aux aspirations du peuple arabe. Il a pris forme, je résume parce que c'est un peu long, mais qui a pris forme idéologiquement depuis environ 120 à 130 ans, à la fin du 19e siècle, qui était le siècle qui a vu éclore beaucoup de nationalisme. Le nationalisme arabe, l'un de ses aspects, si vous voulez, et même on peut remonter à la moitié du 19e siècle, c'est la conquête de Mohammed Ali, qui avait été le premier, avec son fils Ibrahim Pacha, à rêver d'occuper la Syrie naturelle, le Levant, et d'arracher le titre de calife aux Ottomans et de faire un État qui regrouperait l'Égypte, le Levant et la presqu'île arabique sous un califat au Caire dans un État moderne. Ce rêve a été le départ, le précurseur du rêve du nationalisme arabe. Évidemment, à l'époque, faut-il citer l'émir Abdelkader el-Jazairi, qui était un des émirs qui avait combattu à l'époque le colonialisme français. L'émir Abdelkader el-Jazairi, qui s'est réfugié à Damas, a été l'un des personnes qui a beaucoup œuvré pour la création et le développement et l'émancipation de l'idée nationale arabe dans le Mashrek, dans l'Orient arabe. Pour résumer, ce mouvement a pris son essor surtout à la fin du 19e siècle, et beaucoup d'intellectuels arabes ont réuni à Paris le congrès arabe de 1913 qui s'est réuni au boulevard Saint-Germain, et parmi ces doléances à l'époque, on parlait encore d'autonomie des régions arabes, donc de ce qui est aujourd'hui devenu la Syrie et l'Irak et la Mésopotamie, et la création d'un empire bicéphale à l'image de l'empire austro-hongrois. C'est comme ça que l'idée nationale arabe s'est développée. Nous avons au cours de notre entrevue précédente parlé de la correspondance Hussein McMahon avec les Anglais. Il faut dire que tous les intellectuels de Syrie, d'Irak et du Levant soutenaient évidemment la révolution arabe, soutenaient la démarche de la création de ce royaume arabe, évidemment, qui devait être un royaume uni, national, constitutionnel, évidemment, avec une constitution moderne et démocratique. Le nationalisme arabe à l'époque était plein de rêves et commençait à voir dans la révolte de 1915 le début de la réalisation de ses rêves. Évidemment, après l'arrivée du mandat franco-britannique et le partage de Sykes-Picot et les créations des entités, le nationalisme arabe a continué à se développer, mais a changé de forme. Nous avons vu la naissance de partis politiques, de mouvements. Nous avons vu la naissance de plusieurs partis. Ces partis ont continué à se développer. Nous avons vu la naissance, je résume, du mouvement national arabe qui a été créé par un des dirigeants qui s'appelle le docteur Georges Habash, qui a après connu un revirement vers le marxisme, mais ça c'est un autre chapitre. Et on a vu la création d'un parti qui s'appelle le Parti du Renouveau socialiste arabe, qui a été créé par Michel Afla et Salah al-Bitar. Je résume. En 1952 arrive Jamal Abdel Nasser, qui, avec les officiers libres, crée un nouveau élan au nationalisme arabe, avec une prise du pouvoir au Caire, et le grand départ a été la nationalisation du canal de Suez, que personne n'attendait. Après la nationalisation du canal de Suez, toutes les masses arabes se sont directement ralliées autour du président Nasser, et les premiers à avoir voulu l'unité avec l'Égypte furent les Syriens. Cette unité a été réalisée en février 1958, qui a vu la naissance de la République arabe unie, qui regroupait l'Égypte et qui regroupait la Syrie. En Irak et au Liban, il y a eu des révoltes
qui ont voulu à tout prix rejoindre cette unité, de même qu'en Jordanie, sans compter qu'à ce moment-là, la révolte s'est accentuée aussi en Tunisie, et tous ces pays ont voulu rejoindre la République arabe unie. Ce fut le cas aussi du Yémen, qui a vu la naissance d'un mouvement d'intellectuels et d'officiers libres qu'ils ont proclamé la République et pour rejoindre la République arabe unie. Tout ceci dans un grand élan de nationalisme arabe qui a été très très ancré au niveau des masses. La réaction face à ce nationalisme arabe a été, la première a été la sécession de la Syrie, sécession ourdie par quelques officiers qui étaient soutenus par l'Arabie Saoudite et financés par l'Arabie Saoudite et soutenus par les services secrets jordaniens. Donc la sécession de la République arabe unie, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la Syrie a fait sécession grâce à des officiers syriens qui étaient financés par l'Arabie Saoudite et qui étaient soutenus et organisés par la Jordanie, par le roi de Jordanie. Ce que le roi d'Arabie Saoudite a fini par reconnaître au président Nasser. Il lui a dit, Monsieur le Président, la sécession va coûter 12 millions de livres or de l'époque. On peut peut-être rappeler que les étoiles sur les drapeaux... Alors, tout à fait. Si vous voulez, égyptiens, pour revenir à cette question de drapeau, merci de me le rappeler, faut-il rappeler qu'aujourd'hui, le drapeau syrien, c'est le drapeau de la République arabe unie avec 3 étoiles. Pourquoi 3 étoiles? La première étoile représente l'Égypte, la deuxième étoile représente la Syrie, et la troisième étoile devait représenter l'Irak. Parce que le projet était, quand il y a eu la révolution de 1958 en Irak, le projet était que l'Irak allait rejoindre la République arabe unie, d'où le drapeau à 3 étoiles. Ce drapeau aujourd'hui, malheureusement, les rebelles syriens aujourd'hui sont en train de le brûler. Ceci est une honte parce qu'il représente le drapeau de l'indépendance arabe, le drapeau de l'unité arabe. Et ils sont en train de hisser le drapeau qui était le drapeau qui fut le drapeau de l'indépendance syrienne après 1945. Et donc c'est un drapeau sécessionniste qu'ils sont en train de hisser. Pour revenir à ce projet, l'Irak devait faire partie. Malheureusement, à l'époque, il faut dire que la République arabe unie n'avait pas pour seul ennemi les États-Unis et le sionisme et l'entité sioniste Israël et l'Occident. Elle avait aussi, malheureusement, pour ennemi aussi l'Union soviétique. Le maréchal qui a pris le pouvoir à Bagdad était le maréchal Qassem, avait des tendances communistes. Il a, avec le Parti communiste, refusé de rejoindre la République arabe unie. Il a mené une politique répressive contre le nationalisme arabe. Et justement, la ville de Mossoul, on dirait que c'est son sort, a payé le prix fort. Il y a eu 5000 nationalistes arabes qui ont été pendus en février 1959 à Mossoul. Par les communistes. Par les communistes, par le régime pro-communiste qui a tout fait pour encourager aussi la sécession de la Syrie, de la République arabe unie. Et c'est ainsi que, si vous voulez, le premier régime à avoir reconnu la sécession de la Syrie, ce n'est ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni la France, ce fut l'Union soviétique qui a convoqué l'ambassadeur égyptien, qui était devenu égyptien, l'ambassadeur de la République arabe unie à Moscou de bon matin, pour lui dire qu'un coup d'État patriotique a eu lieu à Damas et que le gouvernement de l'Union soviétique reconnaissait l'indépendance et la légitimité de ce gouvernement. L'ambassadeur de la République arabe unie a été complètement estomaqué. Il a dit « Bon, je vais me référer à mon gouvernement ». La réponse du diplomate soviétique fut très claire. Il lui a dit « Monsieur, vous n'avez pas à vous référer. Nous vous annonçons la reconnaissance de la nouvelle situation en Syrie. Vous n'avez simplement qu'à l'admettre et informer votre gouvernement que nous reconnaissons la sécession de la Syrie. » Bon, évidemment, ceci a été le premier coup porté au nationalisme arabe, le premier grand coup. Le deuxième, les officiers et les intellectuels yéménites qui avaient assez d'un pouvoir millénaire constitué par des imams qui géraient le Yémen à la façon moyenâgeuse, avaient voulu
et ce qui est logique et normal quand on est étudiant et qu'on est jeune et qu'on est officier, avait voulu faire du Yémen un État démocratique, un État moderne, une république. Donc, la république yéménite est proclamée, l'Arabie saoudite envoie des forces inimaginables avec l'aide des Anglais qui étaient à ce moment-là au Yémen du Sud pour combattre le nationalisme arabe et pour combattre la nouvelle république yéménite naissante. L'Égypte aussi envoie des forces pour soutenir la rébellion, ou si vous voulez, la révolution républicaine, ou le régime républicain contre le régime imamiste. Et c'est à ce moment-là qu'en pleine guerre du Yémen se produit le désastre de 1967. Et sans vouloir justifier l'incurie des officiers qui étaient au front en 1967, il faut dire qu'une des raisons de la défaite de 67, c'est pas la seule, je le dis bien, mais une des raisons, c'est que beaucoup d'unités d'élite égyptiennes étaient à ce moment-là au Yémen. Donc, si vous voulez, la défaite de 67 et la guerre du Yémen constituent le troisième revers du nationalisme arabe, qui a eu du mal à vivre la conquête totale de la Palestine historique et la conquête totale de Jérusalem, du Sinaï et du Golan par l'entité sioniste au moment où il y avait quand même deux régimes qui se voulaient nationalistes arabes, un au Caire et un à Bagdad et un à Damas. Deuxième revers, ce qui a entraîné évidemment avec l'aide de l'Union soviétique l'apparition du communisme en force et le débordement du nationalisme arabe par sa gauche. Ça a été le quatrième revers. Les États-Unis ont senti que le nationalisme arabe risquait d'être débordé par sa gauche. À ce moment-là commence une nouvelle idée. Mais il a fallu la disparition du président Jamal Abdel Nasser qui est mort à 52 ans dans des conditions très troubles pour que le complot continue contre le nationalisme arabe. On a vu à ce moment-là, par les hasards d'un calendrier ou d'un équilibre de force, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça nécessiterait des heures, l'arrivée au pouvoir de Anwar Sadat, qui a malheureusement succédé à Jamal Abdel Nasser et qui en 1973, au moment où il commençait ses revirements, a remis en liberté tous les dirigeants islamistes, a commencé à financer dans les universités et dans les écoles et dans les mosquées égyptiennes le Coran fanatique. Et il a remis sur scène les frères musulmans et tout le mouvement salafiste. Donc si vous voulez, pour pouvoir aujourd'hui voir comment est né Al-Qaïda, comment est né Daesh, comment les frères musulmans sont devenus aussi puissants, le salafisme, tout ça, le point de départ de tout ceci, c'est 1976, c'est Anwar Sadat, c'est la volonté de combattre le nationalisme arabe. Comme le communisme ne suffisait pas dans des sociétés quand même fortement traditionnelles, fortement religieuses, fortement ancrées par le nationalisme arabe, il a fallu déborder le nationalisme arabe, tantôt par sa gauche et tantôt par sa droite. Si je m'excuse, je mets ces termes entre guillemets si vous permettez. Anwar Sadat, et ceci a été clairement dit, a financé, organisé, aidé et subventionné la création de mouvements estudiantins islamistes qui ont commencé à faire la concurrence à ce que fut dans le temps les jeunesses de l'Union socialiste arabe de Jamal Abdel Nasser dans les universités. Donc on a vu la naissance de fratries islamiques face à l'Union socialiste arabe de Jamal Abdel Nasser et le clash a commencé dans les universités égyptiennes. Nous sommes en 1976. 2 ans après, vous avez l'Afghanistan, vous avez Ben Laden qui est un citoyen yéménite de nationalité saoudienne, ordonné par le roi d'Arabie, financé par la CIA, entraîné par le Pakistan, qui va faire la tournée des villes arabes, d'Alger jusqu'à Constantine, jusqu'à Tunis, jusqu'au Caire, jusqu'à Bagdad, jusqu'à Damas même, pour récolter évidemment le Yémen et l'Arabie saoudite et le Koweït, il ne faut pas oublier. Il y avait beaucoup de combattants de Al-Qaïda qui sont du Golfe et qui ne sont pas seulement des citoyens du Maghreb ou du Mashrek. Il faut dire bien les choses, il y a des Koweïtiens, beaucoup de Saoudiens, beaucoup de Yéménites. Il ne faut pas oublier. Ceci dit, il ramasse tous ces gens et il va créer Al-Qaïda contre les Soviétiques en Afghanistan. À l'époque, on les appelle les Moujahidines. Et on crée un très beau mythe qui fait rêver des James Bond, l'image du combattant qui combat Et on essaie de commencer déjà de développer l'idée suivante. Oui,
c'est vrai, les Juifs ont créé un État en Palestine, mais c'était quand même des cousins, ce sont des gens du livre, donc oui, le sionisme est quand même croyant, mais tandis que face à nous, nous avons le mal par excellence, ce que Ronald Reagan a appelé la force du mal, l'Union soviétique qui est athée, qui est contre la religion, qui donc contre Abraham, le père de tous les croyants, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Donc il est plus grave que l'ennemi sioniste. Oublions cette question inventée par le nationalisme arabe et leur socialisme qui a échoué. Et allons combattre pour la foi contre le grand Satan, qui est un Satan athée, qui représente le diable, parce qu'être athée, c'est le diable. Et vous avez donc la naissance de Al-Qaïda et la naissance de toute cette mouvance. Évidemment, après la chute de l'Union soviétique, ceci s'est retourné contre ceux qui l'avaient créé, parce qu'ils ont fini par constater que les terres sacrées et la région du Hejaz, où se trouvent les lieux sacrés de l'islam, étaient plutôt occupés par les Américains que par les Russes, ce qui a entraîné les développements qu'on connaît. Mais pour partir du principe, il ne faut pas oublier que c'est Anwar el-Sadat qui a été tué par ces mêmes islamistes qui a créé ces mouvements. Et le docteur Zawahiri, aujourd'hui, qui mène Al-Qaïda, est un médecin égyptien qui a été formé dans les universités égyptiennes, qui était à l'époque endoctriné par les gens des services secrets de M. Anwar el-Sadat. Il faut bien le préciser. Et Anwar el-Sadat l'a fait encouragé par la CIA et encouragé par M. Kissinger pour pouvoir justifier son grand revirement. Parce que comment passer du nationalisme arabe qui veut libérer la Palestine à une visite d'amitié à Jérusalem et les accords de Camp David? Comment justifier la reconnaissance d'Israël? Le seul moyen, c'est de trouver un ennemi commun entre soi-disant les Arabes et soi-disant leurs cousins, à savoir le laïc, le diable, l'athée. Donc, si vous voulez, tout ceci n'est pas le fruit du hasard, tout ceci n'est pas tombé du ciel, tout ceci n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ceci a été sciemment préparé, ceci a été sciemment écrit, endoctriné, pour en arriver là. Maintenant, évidemment, ça continue. On passe à une question, vu qu'on ne peut plus soulever la question athée, communiste, nationaliste, on soulève la question chiite, sunnite. Maintenant, le diable n'est plus l'image de l'athée, c'est peut-être l'image du déviant qui est un mécréant, qui est quelqu'un qui est contre l'orthodoxie de la religion, quelqu'un qui est contre, si vous voulez, la doctrine des imams, des 4 grandes écoles tolérées. Donc c'est quelqu'un qui est un hérétique. Donc c'est l'image de l'athée a été remplacée par l'image de l'hérétique. L'image de l'athée a été remplacée par l'image du mécréant, l'image de ceux qui associent à Dieu d'autres les polythéistes, les mécréants, les hérétiques, vous voyez. Donc on a changé d'ennemi, de diable. Mais l'idée toujours est de diaboliser pour pouvoir créer des conflits. Et ceci continue d'une manière ou d'une autre. Et on le voit à travers les occasions de Daesh qui commencent non seulement par attaquer les chrétiens, mais qui attaquent les musulmans eux-mêmes. S'ils sont chiites, s'ils sont hanafites, s'ils ne sont pas tout à fait selon leur doctrine à eux, s'ils ne suivent pas leurs concepts et leur doctrine, ils sont des mécréants et donc des coupables, comme le furent dans le temps les nationalistes arabes ou les communistes. Maintenant, comme ceux-ci ne sont plus très nombreux, on passe au communautarisme. Alors sur cette question de Daesh, vous avez expliqué tout à l'heure dans un précédent entretien que finalement Daesh aurait pu être réduit assez facilement dès le départ. Et par exemple là récemment, on l'a laissé sciemment approcher de Palmyre. Donc finalement, qui a intérêt à ce que Daesh existe et voir qui l'a créé en fait. Vous savez, Daesh, il faut revenir aux fondamentaux. Comment se fait-il que Daesh ait pu acheminer tant d'armes à un certain moment et tant de camions pour pouvoir transporter ses troupes? Daesh et les combattants qui ont relié Daesh par milliers ont passé par un État. Il faut bien le nommer. Ils ont passé par la Turquie. Est-ce que la Turquie est le seul
avoir créé Daesh, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est que Daesh a été d'une manière ou d'une autre instrumentalisé par une politique turque, puis qatari, puis saoudienne, puis par rapport peut-être d'autres. Est-ce que Daesh est devenu en quelque sorte une sorte de fourre-tout dans lequel beaucoup de services secrets ont mis la main? Mais il est important de signaler quand même qu'avec la chute des prix du pétrole, Daesh vendait le pétrole à $30 le baril. Et c'est la Turquie qui a profité, Israël en a profité. Et comme vous constatez aujourd'hui, Daesh a mis la main sur les principaux puits de pétrole. En Irak, il a mis la main sur une grande raffinerie qui s'appelle Biji. En Syrie, ils ont mis la main sur pas mal de raffineries dans la région de Raqqa et dans la région de la Jazira. Est-ce que ceci est par hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a quelqu'un qui prend le pétrole à bon marché de Daesh, qui est en train de l'exporter, qui est en train de le vendre. Et Daesh a été utilisé aussi contre les Kurdes, dans la bataille de Kobani, dans la bataille de Tal al-Arab, dans la bataille de Tal Abyad, dans beaucoup de régions. Il est clair que Daesh a été instrumentalisé contre les Kurdes. Donc on a vu Daesh aussi être instrumentalisé contre l'opposition syrienne. Dans beaucoup de régions, il y a plus de batailles entre l'opposition syrienne et Daesh qu'entre l'opposition syrienne et le régime. Et Daesh a liquidé une grande partie des dirigeants de l'opposition syrienne. Il y a de grandes questions que Daesh pose. Si vous voulez, ceci me permet d'aborder une question très importante, la question du pétrole. Je ne sais pas si on peut l'aborder à partir il est clair que l'effondrement des prix du cours du pétrole ont commencé quand Daesh a mis la main sur le pétrole de Syrie, dans la région de Jazira, et a commencé à vendre du pétrole au tiers du prix. C'est-à-dire au moment où le pétrole était encore à $110, Daesh a commencé à le vendre à 30. Et il est clair que cette guerre du pétrole aujourd'hui continue. Si vous constatez que le prix du baril du pétrole est tombé de $110 à aujourd'hui aux alentours de $40, je parle du prix du pétrole de crude oil qui est le prix de référence. Il est à environ $40 aujourd'hui. Donc il y a eu une baisse d'environ 60%. Au moment où la valeur, le pouvoir d'achat du dollar est en train de baisser, c'est-à-dire depuis 2008, nous connaissons tous que le dollar a perdu beaucoup de son pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, avoir un dollar à environ 40, un baril de pétrole à $40, par rapport à son pouvoir d'achat, c'est comme si il y a 10 ans, on l'avait à $4, parce que le pouvoir d'achat du dollar, lui, est tombé. Qui est en train de faire cette guerre du pétrole? Qui est en train de viser essentiellement le Venezuela, la Russie, l'Iran, et qui évidemment vise d'une manière ou d'une autre les États du BRICS. Est-ce que le Qatar et l'Arabie Saoudite Est-ce que le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont pas en train, eux qui ont des fonds souverains estimés pour le Qatar à environ 400 milliards et pour l'Arabie Saoudite environ 100 milliards. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la guerre à l'Iran et à la Russie et au Venezuela à travers le pétrole? Est-ce que nous n'avons pas une nouvelle guerre du pétrole? Est-ce que Daesh ne fait-elle pas partie de cette guerre du pétrole aussi? C'est une question qui mérite d'être posée. Au moment où l'Arabie Saoudite est en train de vendre le pétrole à perte, avec le Koweït, évidemment, quand je dis Arabie Saoudite, je ne dis pas seulement Arabie Saoudite, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle du Qatar, et je parle du Koweït, évidemment, et des Émirats Arabes Unis. Je parle des États arabes producteurs de pétrole qui sont en train de vendre leur propre pétrole à perte pour occasionner des pertes aux Iraniens, aux Russes et aux Vénézuéliens. Et malheureusement, il est clair que Daesh est en train aussi de s'associer, dans le sens qu'aujourd'hui, le pétrole qui est en Syrie, et même une petite partie du pétrole irakien, est en train d'être vendu par Daesh sur un marché noir, sur un marché clandestin, qui passe forcément par la Turquie, parce qu'il ne peut pas passer par un autre endroit, de même que les camions que Daesh utilise et les voitures militaires que Daesh utilise, sans compter les combattants que vous, Français et Européens, vous arrêtez sur les frontières en général qui sont ceux de la Turquie, et comme vous constatez que beaucoup sont rentrés et sortis de France vers la Turquie et de la Turquie vers la Syrie, et tout ça se passe à travers la Turquie. Donc la question de Daesh mérite d'être posée. Il y a quelques indices, mais évidemment, il ne peut pas donner une réponse
claire et définitive sur cette question très grave. Donc est-ce qu'on peut dire que cette guerre du pétrole, dont vous parlez, cette nouvelle guerre du pétrole, finalement, elle est le fond, elle serait un peu le fond du problème entre les nouveaux pays non alignés d'une certaine manière et puis le monopole, ceux qui ont le monopole du pétrole et même plus généralement de la finance. Il est clair, cher monsieur, il est clair que si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise économique en Russie, en Chine, au Brésil, en Iran. Donc, si vous voulez, au Venezuela, mais je parle du BRICS. L'idée était d'arriver au BRICS. Donc, Brésil, Russie, Chine, Iran et l'Inde. L'Inde, évidemment, un peu exclue, mais les quatre grands États du BRICS, la Russie, le Brésil, la Chine, sont en état de grave crise économique. Est-ce que ceci est par hasard? Je ne pense pas. Le réal brésilien est dévalué, le rouble russe est dévalué, la Chine connaît une très grave crise économique, et en même temps, nous connaissons cette guerre du pétrole. Je crois qu'il y a un lien très clair entre la volonté du BRICS de s'émanciper de la Banque mondiale. Il y avait un projet de créer une banque de développement du BRICS qui devait en quelque sorte venir en aide aux pays en voie de développement, mais une vraie aide, pas une aide avec des intérêts, une politique d'austérité qui allait écraser définitivement toute possibilité de vie dans les pays concernés. Évidemment, avec la crise au Brésil et avec la crise en Russie et en Chine, il me semble difficile que cette banque qui était prévue par les États du BRICS puisse voir le jour. Sans compter évidemment qu'il y a aussi une dévaluation très importante en Argentine, pas seulement au Venezuela. Évidemment, le Venezuela étant un État emblématique, il est important de le citer, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Argentine connaît aussi une très grave crise économique et que le régime argentin, sans être dans le BRICS, est proche du BRICS. Donc effectivement, il est légitime de se poser la question de savoir si cette guerre du pétrole ne fait pas partie des nouveaux enjeux géopolitiques internationaux et ne fait pas partie de cette nouvelle, je n'appellerai pas ça encore guerre froide internationale, mais j'appellerai de ces nouveaux rapports de force géopolitiques et géostratégiques qui sont en train de naître à travers le monde et qui continuent à se développer. Merci Monsieur Moutran et à bientôt pour la suite. Merci.